GFIEMS TV. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur GFIEMS TV. Vous êtes donc dans votre programme dominical qui est Échange avec, comme vous le savez, c'est une émission avec un invité bien précis. Et quand on parle de sport et de football, le sport et le football africain restent à l'honneur dans nos programmes. On va ici développer un tout petit peu des sujets liés au développement, excusez-moi, de la répétition, au développement du football africain et parler de certains secteurs du football africain avec notre invité et notre spécialiste. Avant de continuer, je marque juste une petite pause et puis je reviens derrière pour vous présenter celui qui, n'est-ce pas, va faire le parcours avec moi ce soir. GFIEMS TV. Vous êtes donc sur Échange avec, merci de faire confiance à GFIEMS TV. Nous sommes donc accompagnés de notre invité, M. Abdulkader Sidibé. Il est CEO de l'entreprise Quality Corporation. Bonjour monsieur Kader. Bonjour M. Bertrand. C'est une première sur GFIEMS TV. C'est la première fois. Je suis très honoré d'avoir l'opportunité de venir faire cette petite émission avec vous. Je suis de passage sur Casa pour quelques jours et mon très cher ami a pensé à moi et c'est un honneur. Je vous remercie par avance pour cette invitation sur GFIEMS TV. Alors, merci beaucoup déjà parce que c'est nous qui sommes honorés d'avoir votre présence ici. Notons que vous avez un calendrier extrêmement chargé, mais vous n'avez pas manqué de répondre à notre appel. Et comme vous êtes CEO de l'entreprise Quality Corporation, c'est l'occasion pour nous ici de savoir c'est quoi Quality Corporation. Qu'est-ce que fait exactement Quality Corporation? Alors, Quality Corporation est une entreprise unipersonnelle que j'ai créée depuis 2012 qui excelle dans divers domaines. Le domaine de prédilection, c'est notre domaine de compétence. Nous sommes dans le management de la qualité. Nous accompagnons les entreprises dans la mise en place de tout ce qui est système normatif et également la stratégie de développement des entreprises en tant que telles. Alors, en parallèle, nous faisons de l'intermédiation. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis agent du joueur reconnu par la FIFA depuis 2010 et communément actuellement appelé intermédiaire. Donc nous faisons de l'intermédiation. Nous gérons également tout ce qui est projet footballistique. Nous intervenons pour aider nos collègues agents dans la mise en place de tout ce qui est contrat et autres. Nous gérons également quelques joueurs internationaux de la sous-région. Est-ce que M. Abdulkader Sidibé est riche? C'est trop dire, riche, c'est trop dire. On sait que vous gérez Abdulkader Sidibé, c'est des bruits. On sait que vous gérez des gros contrats, les joueurs gagnent beaucoup d'argent. Alors, pour le moment, ce secteur, dans mon champ d'action, il n'est pas encore développé. Je suis agent joueur du Niger et vous connaissez très bien aujourd'hui que le Niger n'est pas le Sénégal ou la Côte d'Ivoire en termes de joueurs ayant l'opportunité d'évoluer en dehors de nos frontières. Aujourd'hui, au Niger, on n'a pas encore un joueur qui joue dans la Ligue 1 française. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de richesse pour un agent joueur du Niger. Mais nous travaillons, nous aidons également les joueurs de la sous-région. Nous travaillons sous forme de réseau avec un certain nombre d'agents à qui nous apportons notre expertise de temps à autre. Alors, entrons un peu dans le vif du sujet, c'était un peu pour vous taquiner, parce que voilà, on voulait prendre un peu de rythme dans cette émission. Mais merci déjà d'avoir éclairci l'opinion sur ce sujet, savoir que les agents de joueurs ne sont pas riches, comme beaucoup le pensent. Certains le sont, ça c'est sûr, mais quand on parle d'agents de joueurs, certainement les gens voient déjà beaucoup d'argent derrière, au vu de ce que les joueurs, les footballeurs gagnent.
là, je crois que beaucoup sont assez fixés sur ce qu'il en est exactement. Alors, parlons du management des footballeurs. Aujourd'hui, l'Afrique en souffre assez parce que les joueurs rencontrent beaucoup de faux managers. Dites-nous exactement pourquoi il y a ce petit domaine qui souffre un tout petit peu des oiseaux de mauvaise augure. Alors, vous venez de toucher du doigt un problème qui est aujourd'hui sur la table au niveau de la FIFA. Parce que les joueurs africains, le plus souvent, ont tendance à faire confiance à des agents étrangers. Et ils ont du mal, je le dis sans langue de bois, ils ont du mal souvent à faire confiance à leurs propres frères. Alors qu'aujourd'hui, en termes de compétences, nous sommes au même niveau de compétences que ces agents étrangers. L'élément de différenciation entre nous et ces agents, c'est au niveau de l'éthique. Au niveau de l'éthique et l'intégrité. Donc aujourd'hui, de plus en plus, partout où il y a l'argent, c'est comme du miel. Quand il y a le miel, les mouches sont là. Dans le foot, aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent et il y a beaucoup de gens qui viennent dans ce domaine sans même souvent comprendre c'est quoi le métier d'agent du joueur, c'est quoi le management des joueurs. Alors nous sommes confrontés à cette difficulté. Et à un moment, à partir de 2014-2015, je crois, si ma mémoire est bonne, la FIFA avait décidé de ne plus faire des examens pour les agents du joueur. Alors, moi quand j'ai fait la première fois, c'est toujours régi par une enquête de moralité. D'abord, quand vous postulez, il faut un minimum de connaissances en football. D'accord? Et vous devrez passer un examen qui est fait une fois par an par la FIFA. Et coûte cher? Ça ne vaut rien, on ne demande pas de payer. Mais les fédérations prennent le soin de faire des enquêtes de moralité sur les potentiels candidats avant de les laisser faire l'examen. Une fois que vous êtes élu à l'examen, vous passez directement à agent FIFA, vous prenez votre carte et vous commencez à exercer. Alors, lorsqu'ils ont décidé d'enlever ce système d'évaluation, on a vu du tout. Tout le monde est venu, du coup, tout le monde peut se permettre de dire que je suis intermédiaire de joueur. Le nom avait été changé. D'agent, on est passé à intermédiaire de joueur. Et on n'exigeait pas d'avoir une enquête de moralité, d'avoir cet examen qui permettait de passer à agent de joueur. Et actuellement, la FIFA vient de remettre ça sur la table. À partir de 2023, on va encore faire des examens. On va revenir à l'ancien système parce qu'ils ont expérimenté un système qui ne marche pas. Et du coup, il y a tout, on voit du tout. Il y a des abus, il y a certains qui viennent abuser. C'est un milieu dans lequel, aujourd'hui, sans être trop exhaustif, 80 ou 70% des agents se permettent d'abuser des joueurs. Et c'est ce qui fait en sorte que souvent, il y a ce problème de confiance entre les agents et les joueurs. Mais le plus souvent, en Afrique, nous, c'est qu'on conseille aux joueurs, parce que c'est d'abord des frères avant tout. C'est cette relation de confiance-là qui permet de travailler sereinement. On leur demande d'aller demander des renseignements sur les agents, sur leur vécu, sur leur expérience, sur les différents contrats qu'ils ont eu à gérer, les joueurs qu'ils ont eu à manager, faire leur propre enquête avant de venir vers nous. Ça devient de plus en plus compliqué, mais je crois que ces dernières années, les gens commencent à comprendre qu'en réalité, il y a agent dans agent. Il faut faire la part des choses. Alors, justement, M. Kader, il y a beaucoup de noms dans ce domaine que beaucoup n'arrivent pas à comprendre ou à maîtriser. On parle d'agents de joueurs, on parle de managers, on parle d'intermédiaires, on parle même de scouts. Est-ce que vous pouvez, en quelque sorte, vous qui êtes très infiltrés, nous donner un tout petit peu la différence entre ces différentes nominations? Effectivement, c'est juste des dénominations. Aux yeux de la réglementation de la FIFA, les agents de joueurs sont appelés des intermédiaires, intermédiaires de joueurs. Les scouts, c'est beaucoup plus le côté technique, c'est qui recrutent en fait. Tout agent travaille avec des scouts. Moi, par exemple, dans toute la sous-région, aujourd'hui, j'ai des scouts qui me détectent les jeunes talents. Donc, c'est eux qui détectent. Maintenant, le terme manager, il est utilisé et pour les entraîneurs, pour les dirigeants de club, et également pour tout celui qui gère des joueurs. Donc le terme manager, c'est comme un gestionnaire. Donc c'est appliqué pour les directeurs sportifs, c'est appliqué pour les entraîneurs, c'est appliqué pour les directeurs des clubs aussi. Voilà.
Voilà. Donc on est un tout petit peu fixé. Maintenant, quand on parle de l'Afrique en général, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les joueurs, les footballeurs préfèrent aller de l'autre côté, chercher un peu plus de l'autre côté. On a tendance à léser. Quel impact cela a au niveau, n'est-ce pas, du développement du football africain? Alors, au niveau du développement du football africain, c'est des fuites de capitaux. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Quand je prends un joueur international africain qui, dans tout son staff, travaille avec 80% d'Européens, à la rigueur, 1 ou 2 conseillers africains, c'est des fuites de capitaux. Imaginez, parce que la rémunération de ces agents de joueurs, 80% des internationaux qu'on a, les plus grands joueurs des grandes nations, sont gérés par des agences européennes. Et tous les bénéfices liés à leur transfert et à la gestion de leur carrière, 10%, 15%, souvent c'est réglementé dans certains pays, 7%, tout cet argent part là-bas. Tout cet argent part en Occident. C'est comme les mêmes problèmes que nos États vivent. C'est des fuites de capitaux. Et le plus souvent, c'est que j'ai dit, les jeunes joueurs regardent cet exemple-là. Donc ils ont du mal à venir vers nous. Alors que souvent, ces mêmes gens avec qui ils travaillent contournent pour passer par nous. Tout à fait. Parce qu'ils ne résident même pas déjà en Afrique. Pour avoir certaines réalités, pour avoir certaines informations. Et le plus souvent, les joueurs se font abuser. Parce qu'aujourd'hui, un agent européen peut se permettre d'écrire sur le profil d'un joueur, LinkedIn, Facebook et tout. Tout de suite, il lui fait confiance. C'est ça le paradoxe. Il fait confiance à quelqu'un qu'il n'a jamais vu, ni vu, ni connu. Et le plus souvent, les documents qu'ils envoient et tout, nous, quand on fait des checks, on se retrouve avec des gens qui ont falsifié des invitations et tout. Ils utilisent ça aujourd'hui comme moyen d'escroquerie pour escroquer les jeunes joueurs qui ne sont pas avertis. Donc tout ça, ce sont les aléas du fait que nos jeunes joueurs souhaitent travailler avec des agents étrangers, européens et tout. Alors, lorsque vous avez quand même en place une structure comme la vôtre et comparé à quelqu'un qui n'en a pas, parce qu'il y a des agents qui travaillent sans toutefois avoir des structures, je voulais savoir, est-ce qu'on peut plus faire confiance à quelqu'un qui a une structure avec une adresse bien précise, où on peut le retrouver facilement, où on peut le recevoir, que de travailler avec quelqu'un qui n'a pas de bureau et autres? Bon, écoutez, c'est juste une question de confiance. Nous, entre nous, aujourd'hui, on travaille en réseau. On travaille avec souvent des agents qui ne sont pas lettrés, de 1. De 2, qui sont considérés comme des scouts. Ils détectent des jeunes talents. On travaille avec eux. Ils nous envoient les joueurs. On discute avec les clubs. Nous, on est assez outillés pour négocier des contrats, pour réfléchir par rapport à quel choix faire pour le joueur, par rapport aux choix sportifs, les choix de carrière des joueurs. On se conseille mutuellement, on travaille en réseau. Mais l'inconvénient, c'est que souvent, il y a certains intermédiaires. D'accord, je préfère appeler le terme agent intermédiaire parce qu'aujourd'hui c'est le terme officiel. Certains intermédiaires qui se permettent de vouloir faire des contrats alors qu'ils ne sont pas assez outillés. Moi, par exemple, j'ai quand même dans la sous-région des agents qui ne sont pas assez outillés, qui ne signent jamais de contrat sans passer par moi. Il y a certains qui ont cette humilité de savoir que l'autre, il a plus de bagages intellectuels pour négocier des contrats que nous. Et souvent, ils commettent des erreurs, ils vont signer des contrats pour des joueurs et après, on connaît toujours comment ça finit. C'est toujours des problèmes et autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informels. C'est pour ça que je pense que la FIFA a décidé de revenir encore en arrière sur l'ancien système, voilà, pour évaluer d'abord ces représentants des joueurs qui sont censés avoir un minimum de formation, un minimum de bagages intellectuels pour pouvoir représenter valablement les joueurs. Vous venez du Niger, oui. Et vous êtes nigérien. Oui. Alors dites-nous comment est-ce que ça se passe entre vous au Niger? Est-ce que vous avez une association déjà qui existe sur place et vous travaillez en collaboration avec la Fédération nigérienne de football? Alors, nous, on fait toujours les choses officiellement. Moi, présentement, je travaille beaucoup avec la Fédération nigérienne de football. Je prends conseil souvent pour être au même niveau d'information par rapport à certaines dispositions et certaines évolutions. Comme je ne suis pas consacré à 100%
pour le domaine du football. Il y a certaines évolutions qui peuvent nous passer. On travaille avec les agents TMS. Moi, je travaille beaucoup avec, j'ai quelques agents à l'étranger également, avec qui je travaille pour de temps en temps me mettre à jour par rapport au travail. Avec la fédération au Niger, pour répondre à la question, aujourd'hui, on n'a pas une association des agents de joueurs. On n'en a pas. Je pense que ça ne va pas tarder à venir parce que il y a une politique, une nouvelle politique de la Fédération nigérienne de football qui consiste à faire la promotion des jeunes. Et cette promotion des jeunes passera nécessairement par une organisation des agents de joueurs, des intermédiaires qui vont encadrer et accompagner ces jeunes dans leur quête de contrat professionnel à l'étranger. Alors, nous avons donc, n'est-ce pas, fait le tour sur cette première partie du programme lié, n'est-ce pas, aux fonctions d'agents de joueurs intermédiaires, hein, c'est le nom officiel, et un peu comment est-ce que ça fonctionne en Afrique. Avant d'enchaîner avec le deuxième point, je vais marquer une toute petite pause et puis je reviens derrière. GFM's TV. Retour sur le plateau de GFM's TV, vous êtes sur Échange avec reçoit donc M. Abdul Kader Sidibé. Il est, n'est-ce pas, CEO de l'entreprise Quality Corporation du côté du Niger. On va donc, n'est-ce pas, entamer le deuxième point qui correspond donc, ou qui consiste, si vous voulez, au progrès au développement du football africain. Alors, M. Kader, je vais quand même, vous êtes dans le domaine du football, vous êtes très concentré au niveau du football africain. Pour enchaîner, comment est-ce que vous définissez le football africain? Alors, merci M. Bertrand pour cette question. Avant de répondre à cette deuxième question, j'aimerais revenir par rapport au premier sujet tout à l'heure, par rapport aux agents, l'organisation des agents. Aujourd'hui, c'est une question qui est d'ordre général. Je ne connais pas ce qui se passe un peu en Afrique centrale, mais en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les fédérations délaissent un tout petit peu les agents du joueur à leur propre sort. Aujourd'hui, quand les textes et règlements régissant les agents du joueur sont mis à jour, les fédérations souvent peinent à organiser des séminaires pour mettre à niveau ces agents de joueurs. Donc nous sommes tout le temps obligés, avec le réseau, avec les différents contacts qu'on a, de faire cette mise à jour nous-mêmes pour pouvoir continuer à exercer le métier. Donc c'est un point très crucial. Comparé en Occident, j'ai vu des séminaires organisés pour les agents. Ils ont régi même, en fait, si vous voulez, les pourcentages en France, par exemple, pour les agents de joueurs. Vous n'avez pas le droit de dépasser plus de 7% sur un transfert. Et donc tout ça fait en sorte que souvent, il y a certains intermédiaires qui se permettent d'abuser ou d'aller un peu contre l'éthique et la déontologie dans le domaine. Donc je pense que ces fédérations gagneraient mieux à mettre dans leur calendrier des formations, des séminaires visant à accompagner les agents de joueurs exerçant dans nos pays. Alors maintenant, pour revenir sur la question de tout à l'heure, je disais, comment définissez-vous le football africain aujourd'hui? Alors, le football africain aujourd'hui est en plein essor. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la CAF est en train d'innover avec une nouvelle compétition qui va venir, la Super League, dans le seul but de donner plus de possibilités, plus de moyens financiers à nos équipes africaines et de l'élite. Certes, ça va un tout petit peu alourdir les calendriers, ça va beaucoup plus compétir, mais je pense que le football africain en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à quoi? Quand vous faites le diagnostic, il est très simple pour quelqu'un d'averti comme moi, qui est spécialiste dans le management, d'une manière générale, des entreprises. 80% de nos clubs africains, d'Afrique subsaharienne, le Maghreb c'est encore autre chose, ne sont pas gérés comme des entreprises. Et là, c'est le premier point de difficulté. Les clubs survivent avec, à la rigueur, quelques sponsors, mais n'ont pas les moyens pour prétendre aujourd'hui être au diapason de l'évolution du football. C'est ça la vraie question, en fait. Il faudrait qu'au niveau des fédérations, qu'ils adoptent des politiques visant à améliorer le management des clubs.
C'est très important. Tant qu'on ne va pas franchir ce palier, ça va être très difficile de gérer un club avec un groupe d'individus qui cotisent. Où les clubs sont des entreprises aujourd'hui. Le football aujourd'hui doit être considéré dans des pays comme le Niger, le Burkina, le Mali comme un facteur de lutte contre la pauvreté. Je m'explique, je vais argumenter un tout petit peu. Aujourd'hui, on a la possibilité de manager nos clubs comme des entreprises. Comme des entreprises, quand je dis comme des entreprises, avec des organigrammes bien précis, en partant chercher des ressources humaines capables de gérer l'aspect marketing, l'aspect communication et le management d'une manière générale, la gestion des équipes. C'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui dans nos pays. Alors qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas seul de savoir qu'avec un seul joueur bien formé, un club sur un transfert peut faire le retour sur investissement de 10 années de formation. Est-ce que vous pouvez dire aussi, nous dire sur le même point que les clubs sont, vous avez dit, des entreprises et que le football participe déjà à lutter contre le manque d'emploi? Le football est un facteur clé de lutte contre la pauvreté pour les pays sud-africains. Quand je fais l'analyse du contexte, je vous prends le cas du Niger. Aujourd'hui, si le politique s'y met, on peut faire du football un facteur de lutte contre la pauvreté. Un critère très important qui va booster l'économie nationale. Parce qu'on voit quand même un bon nombre de jeunes. Nous avons fait déjà des propositions dans ce sens. Nous attendons de voir quelles sont les décisions qui sont prises. Une fois que je parle du diagnostic que j'ai fait dans le cadre du développement du football national au Niger. Alors, quand vous prenez un club de première division, aujourd'hui, la configuration actuelle, les clubs n'ont pas de sponsor. Et aujourd'hui, au Niger, tous les clubs d'antan, les anciens clubs, sont appelés à disparaître dans les 4-5 ans à venir. Les clubs qui émergent sont les clubs qui sont gérés par les entreprises ou les clubs militaires. Et comment ils génèrent les ressources? C'est les cotisations des employés, c'est-à-dire les militaires qui cotisent. Ces clubs-là, aujourd'hui, ce sont les clubs de l'élite, c'est eux qui sont toujours en avant. Mais les clubs historiques sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a une défaillance au niveau du management. C'est des gens qui cotisent pour pouvoir gérer une équipe. On ne peut pas s'en sortir avec ce genre de modèle financier et économique. Il faut repenser la gestion du football en Afrique. Il faut repenser la gestion des fédérations en Afrique. Le football évolue de manière exponentielle. En Afrique aujourd'hui, je vous dis, on a beau, c'est parce qu'on a même des joueurs magnifiques. On a des joueurs talentueux qui font des miracles. L'organisation de certains clubs ne leur permet même pas de jouer les compétitions internationales. C'est parce qu'on a des joueurs talentueux. S'ils étaient dans les mêmes conditions que les clubs et les joueurs européens, regardez l'exemple. L'exemple de l'équipe de France aujourd'hui. 80% de l'ossature de l'équipe de France, c'est des Africains. Ces Africains-là, ils ont eu la chance de faire leur formation en France où les conditions sont réunies pour qu'ils puissent émerger. Et aujourd'hui, je pense que nos fédérations sont en train de comprendre que le développement du football passera par le développement du football à la base. Donc ils sont en train de programmer, de mettre en place des centres de formation avec assez d'outils pour pouvoir permettre aux jeunes d'avoir le minimum de formation requis pour pouvoir prétendre au football professionnel, qui est très exigeant. Il y a quelque chose que les footballeurs européens ont, qu'on n'a toujours pas, c'est cet encadrement-là des jeunes en dehors du terrain. Aujourd'hui, je vous parle de l'exemple du Niger. Jusqu'à 13 ans, 14 ans, nos jeunes, ils sont très bons. Ils sont excellents. Ils sont très bons. Je ne mesure pas le poids. Je dis très bons. Jusqu'à 13 ans, 14 ans. Ouais. Mais à 16 ans... La preuve en est que le Niger participe à beaucoup de compétitions jeunes. On a participé à une compétition des jeunes. On a participé à une Coupe du Monde. Que je regrette malheureusement, une Coupe du Monde qui ne nous a pas permis de placer nos jeunes en Europe aujourd'hui. Tout ça, ça fait partie de l'organisation qui est derrière. La promotion des jeunes est en train de devenir maintenant une priorité pour la Fédération nigérienne de football, par exemple. Et c'est le modèle qui est un peu copié au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et ils sont très en avance par rapport à nous, par rapport à ça. Quand vous prenez le Mali, où c'est récemment qu'ils ont fait leur centre Jean-Marc Guillou, aujourd'hui, ils bénéficient de ça. Le modèle ivoirien qui a marché dans les années 2000, c'est ça.
aujourd'hui au Niger, c'est maintenant qu'on est en train de penser à mettre en place un système. Au Sénégal, il y a des fruits. Au Sénégal, il y a déjà Djemba, la génération foot. Ce n'est que comme ça que le football africain va se développer. Mais je tiens à insister que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'il faut l'appui du politique. Il faut l'appui du politique, il faut que ça devienne une politique nationale. Il faut que les chefs de l'État décident de faire du football un facteur de lutte contre la pauvreté, en mettant tous les moyens aux fédérations sportives, au ministère d'abord des sports et aux fédérations sportives. Parce qu'il n'y a pas de sponsor. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas prétendre au professionnalisme sans sponsor. Et évidemment, on parle des sponsors. Les sponsors aussi ont un tout petit peu parce que c'est du business. Et lorsqu'un sponsor veut s'engager à soutenir ou accompagner un club, il y a le retour à l'investissement qu'il faut absolument. Effectivement, Bertrand, c'est de ça que je parle. Quand je parle d'organisation, quand je parle de gérer les clubs comme des entreprises, il faut savoir avoir des ressources humaines qui sont capables de donner quelque chose aux sponsors. Aucun sponsor ne viendra vous donner de l'argent comme s'il jette par la fenêtre. Il faut qu'ils aient, ces clubs aient à leur sein des gens capables de monter des projets convaincants pour montrer aux sponsors ce qu'ils peuvent leur gagner, ce qu'ils peuvent leur apporter plutôt. Est-ce que ce n'est pas aussi l'amateurisme qui fait que les clubs restent comme tels qu'ils sont? Parce que un sponsor, quand il va aller vers un club, il faut que ce club soit quand même entouré de professionnels, des gens formés à la base qui peuvent, n'est-ce pas, accompagner un projet. Bien sûr, c'est de ça que je parle. Aujourd'hui, rares sont les clubs qui ont des équipes marketing et communication, des gens qui réfléchissent sur comment vendre toutes les valeurs ajoutées autour du club. C'est ça la différence avec le football européen aujourd'hui. Aujourd'hui, vous prenez nos clubs africains, ils n'ont pas de spécialistes en montage de projets. Alors que c'est la moindre des choses pour un club qui veut faire du fundraising. La recherche des sponsors, c'est du fundraising. Pour faire du fundraising, il faut être en mesure de monter un projet convaincant, capable d'attirer des potentiels sponsors. Les sponsors viennent donner leur argent parce qu'en retour, ils attendent quelque chose. Tout à fait. La vente des images, c'est tout un package, des maillots, l'image de marque de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses derrière. C'est ce qui nous manque aujourd'hui en Afrique. Et aujourd'hui, si vous prenez l'exemple des clubs du Maghreb, je vous cite le Wydad, je vous cite le CRB, je vous cite Al Ahly. C'est des institutions. C'est des clubs qui sont gérés depuis maintenant plusieurs décennies comme des entreprises. Tout à fait. Avec tous les spécialistes, ils sont capables d'aller débaucher à l'étranger quelqu'un qui est capable d'apporter une valeur ajoutée. Il faut qu'on ait ce niveau, qu'on atteigne ce niveau de gestion des clubs pour prétendre au professionnalisme. S'il n'y a pas la bonne organisation, ne vous attendez pas à avoir des résultats. Alors Kader, on remarque aussi quand même un autre phénomène, c'est que les footballeurs africains vont en Europe très tôt. Justement, cela fait un peu perdre à l'Afrique certaines valeurs ajoutées au niveau des résultats. Par exemple, nos clubs manquent un tout petit peu de joueurs talentueux. Une fois qu'un jeune éclore un tout petit peu, marque 2, 3, 4 buts en une saison, il est parti. Est-ce que les agents intermédiaires ne sont pas aussi complices de ce flux de joueurs vers l'Europe, l'Asie ou des championnats parfois anodins? Alors, c'est très compliqué ce sujet. Tout à l'heure, j'ai parlé d'éthique et de déontologie. Alors, il y a certains intermédiaires et agents qui ne regardent que leur intérêt. C'est-à-dire le choix, il est toujours financier. Ils ne regardent pas le choix de carrière d'un joueur. Alors que c'est très très important. C'est très important. Il y a certains joueurs, quand vous les voyez, vous sentez vous-même qu'ils ont besoin d'1 an, 2 ans encore sur le continent pour confirmer avant d'aller poursuivre leur carrière. Mais tout de suite, quand vous travaillez avec un agent sans éthique, qui ne voit que ses intérêts personnels, qui ne voit pas le choix de carrière du joueur, il est tout de suite omnubilé par le fait de transférer ce joueur et mettre de l'argent dans sa poche. Il y a ça, il y a ce premier phénomène. Le deuxième phénomène par rapport à ce sujet, c'est que souvent, les enfants manquent manque de compréhension par rapport à ce sujet. Parce qu'un jeune qui pense qu'il a brillé cette année, lui, il est pressé. Il veut tout de suite aller en Europe. Souvent, le jeune, ses parents mettent la pression à l'agent, même si l'agent, lui, il voit plus loin que la famille. Souvent, moi j'ai eu des problèmes, j'ai eu des cas avec des joueurs où on nous sollicite pour les recruter, je dis non.
il est en train de progresser, il n'a pas atteint un stade de maturité pour partir. Vous le laissez partir, vous allez gâter sa carrière. Non seulement il va partir, il ne va pas s'adapter, il y a déjà l'acclimatation qui est très importante, et après il va perdre du temps, il va perdre en volume, et c'est pour aller banqueter, aller sur le banc, aller dans les équipes réserves et trucs, tout de suite. Alors que c'est des joueurs qui étaient destinés à devenir des grands joueurs. C'est pas toutes les familles, c'est pas tous les joueurs qui comprennent cela. Il y a un manque de patience. Il y a un manque de patience, il y a un manque de confiance souvent aussi, parce que le métier n'est pas facile. Intermédiaire de joueur, c'est très compliqué. Les gens voient tout de suite agent de joueur, quelqu'un qui est bien, qui gagne l'argent, mais c'est pas du tout facile. C'est très complexe parce que vous pouvez faire face à des familles très difficiles qui vous mettent la pression, ou à des joueurs aussi qui... Parfois aussi, il y a la pauvreté. N'oublions pas que l'Afrique, quand même, est aussi un tout petit peu minée par ce phénomène. Et les familles, parfois, comptent sur un jeune, sur un enfant qui va, n'est-ce pas, réussir et soutenir toute la famille. Donc, c'est un peu ça aussi qui fait que, parfois, les familles perdent patience et ont peur que l'opportunité... Effectivement. Aujourd'hui, souvent, il faut savoir faire preuve de patience pour gagner plus. Et c'est ça qui est compliqué à expliquer aux parents aujourd'hui. Tout de suite, un joueur qui brille, il voit tout de suite qu'il peut rapporter 50 000 euros au club. En Afrique subsaharienne, quand on dit qu'un joueur va signer pour 50 000 euros tout de suite dans un club au Maghreb ou une équipe au Portugal, un truc comme ça, tout de suite ils sont omnibulés, ils sont tout de suite attirés par ce contrat. Mais souvent, nous, notre rôle, c'est de dire attention, ce joueur-là, nous, on vise plus grand pour lui. C'est ça, nous sommes dans notre rôle, c'est nous qui connaissons le niveau de nos joueurs, c'est nous qui savons, est-ce que s'il va, c'est pour jouer, pour progresser, est-ce qu'il va dans un environnement, il va s'imposer, ou il va dans un environnement où il va banqueter et régresser à niveau. Et souvent, la discussion s'est faite, il y a certains parents qui comprennent, il y a certains qui ne comprennent pas, il y a certains joueurs qui décident de rompre carrément avec nous, parce que nous, on est là quand même pour guider et leur dire ce qu'on pense. On peut se tromper, mais à 80%, on peut savoir l'environnement dans lequel le joueur va, s'il va pour progresser, ou s'il va pour un choix juste financier. Alors, chers abonnés, on va continuer tout à l'heure notre entretien avec notre invité. Le temps pour nous de marquer une pause et je reviens derrière. GFM's TV. Merci de faire confiance à GFM's TV. Vous êtes donc sur votre émission Échange avec, comme je l'ai dit, nous accueillons M. Abdelkader Sidibé. Il est le CEO de l'entreprise Quality Corporation et fondé en tout, mais plus précisément dans le football, parce que c'est un agent intermédiaire de football. Hein, il faut le dire, tout ça qu'on développe aussi aisément et facilement le sujet lié au football. Et là, Kader, nous sommes donc en train de parler du football africain. En gros, le football africain qui est en plein essor, vous l'avez mentionné dès le départ, mais qui rencontre encore beaucoup de problèmes, notamment au niveau de la structuration. Effectivement, la structuration ne se limite pas au niveau de nos clubs. C'est également un sujet qui est mis sur la table. Les instances de la CAF et de la FIFA aujourd'hui réfléchissent sur beaucoup de plans de formation par rapport à la structuration d'abord des instances de gouvernance du football, c'est-à-dire les fédérations de football. Alors, ces fédérations qui doivent être amenées à un certain niveau de gouvernance pour pouvoir, à leur tour, insuffler des dynamiques de structuration au niveau de nos clubs. Mais tout étant donné, aujourd'hui le sujet revient toujours sur la table. On a l'impression de tourner en rond. C'est pour ça qu'au début, quand j'ai pris la parole, j'ai parlé de l'implication du politique, de l'appui surtout du politique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prétendre à un certain niveau de structuration sans moyens financiers. Aujourd'hui, le football africain est confronté à ce manque de moyens financiers pour pouvoir mettre en place les structures nécessaires. Je vous prends juste l'exemple d'un club. Aujourd'hui, un club a besoin d'avoir un organigramme avec des experts, et ces expertises coûtent cher. Aujourd'hui, les clubs n'arrivent pas à assumer ces expertises, et ça, c'est un gros frein pour le développement d'un point de vue organisation. Un point de vue après également développement
développement des footballeurs. Je pense que les centres de formation, l'émergence des centres de formation a beaucoup aidé à faire des formations en psychologie pour les footballeurs, pour pouvoir amener les footballeurs évoluant sur le continent à un certain niveau de compréhension des sujets. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous cache pas, chez nous, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des problèmes, ces problèmes-là, d'encadrement, pour pouvoir atteindre le sommet. Les joueurs aujourd'hui n'ont pas un niveau assez conséquent pour pouvoir gérer certains sujets, et ça les amène à rater certaines opportunités dans leur carrière. Les mauvais choix aussi. Les mauvais choix et tout. C'est pour ça que l'encadrement, il est très très important. Après la structuration, il faut vraiment faire des plans de formation, des plans d'accompagnement pour ces jeunes dans les centres de formation avant qu'ils n'aient la chance d'évoluer à l'échelle internationale. Justement, au niveau des compétitions interclubs africaines, on remarque que le Maghreb a, n'est-ce pas, une avance considérable sur les clubs d'Afrique subsaharienne. Et là, vous avez essayé de développer depuis le début un peu ce qu'il y a comme problème et ce qu'il faut avoir comme solution. Mais je vais encore profiter de cela pour poser une petite question concernant les clubs subsahariens. Est-ce que le fait aussi de gérer des clubs comme un patrimoine familier n'est pas aussi un handicap pour nos clubs du côté subsaharien? Alors, vous connaissez, dans nos pays, là, les gens n'aiment pas les retraites. Ils partent en retraite que lorsqu'ils décèdent, le plus souvent malheureusement. Alors qu'aujourd'hui, le monde évolue, la technologie évolue. Aujourd'hui, quand vous prenez la technologie au service du sport, nos parents, nos aînés sont dépassés souvent. Ils sont dépassés et le plus souvent, ils n'ont pas cette humilité d'essayer de se faire entourer par des jeunes avertis. Ça évolue de manière exponentielle, ça va très vite et on est dépassé sur certains sujets. Quand je prends l'exemple, comme vous le dites, des clubs maghrébins, ce n'est pas à comparer. Ce n'est pas à comparer côté organisation, côté capacité financière. Un club, le budget d'un club maghrébin, top, peut avoisiner le budget de plusieurs ministères ou dans nos pays. Ce n'est pas à comparer. Aujourd'hui, quand vous voyez des clubs comme le CR Belouizdad faire des assemblées générales avec des budgets colossaux qui sont mis à la disposition des équipes, ce n'est pas à comparer avec les clubs sud-africains. Alors, à ce sujet, on ne peut pas brûler les étapes aujourd'hui. Moi, je pense que ce qui urge aujourd'hui pour nos pays, c'est d'abord apporter ce soutien politique indéfectible. Vraiment, pas que ça se limite juste à des discours, le président de la République fait ça, il fait ceci, il fait cela, juste pour des récupérations politiques, mais qu'on sente une implication personnelle de ses hauts responsables. Une fois que le politique s'y met et regardant, c'est plus facile pour les clubs aujourd'hui de monter des projets et d'avoir des financements. Que pensez-vous aussi, en quelque sorte, de ce problème des binationaux? On remarque de plus en plus des pays africains aller chercher des binationaux pour venir renforcer les effectifs. Le problème est lié à la formation. Les binationaux qui sont nés et grandis en Europe, ils ont plus de formation, des formations vraiment leur permettant d'atteindre facilement le haut niveau par rapport à nos jeunes qui sont fermés. J'ai parlé du développement à la base, incluant, si vous voulez, toutes les technologies aujourd'hui. L'avancée du football avance, la formation de nos entraîneurs, la formation des dirigeants de clubs eux-mêmes, la formation des dirigeants des fédérations. On ne pourra pas atteindre le développement sans passer par là. L'organisation d'abord, après le résultat vient. Il n'y a pas de résultat sans organisation, sauf, entre guillemets, des exceptions. Des gens qui font de la... Le football aujourd'hui, ce n'est pas de la magie, ça tend à devenir une science exacte. Vous prenez un enfant de 7 ans, vous le mettez dans un cycle de formation, à 17 ans, il vous joue la Ligue des Champions. C'est ça en Europe aujourd'hui. En Afrique, vous avez du mal à prendre un jeune de 7 ans et à 17 ans, le ramener à être performant à ce niveau-là. Parfois, ils se perdent.
ils se perdent. C'est ce que j'ai relaté tout à l'heure dans le sujet. C'est très difficile. Et sans moyens financiers, c'est difficile pour nous, pour ces clubs. Aujourd'hui, on a beau mettre les moyens financiers, comme je l'ai dit, s'il n'y a pas cette organisation derrière, ça va toujours tomber à l'eau. Et on a vu au Gabon, il y a quelques années, au Gabon, le président de la République a décidé de mettre la main à la poche, avec des subventions de 600 millions par club. Mais on a vu comment ils ont géré ces fonds. Les dirigeants n'étaient pas préparés à ça. Ça n'a pas eu d'effet, il n'y a pas eu d'impact pour le développement du football gabonais. Comme si ça les a surpris. Bien sûr, il n'y avait pas les organisations nécessaires pour pouvoir gérer convenablement afin d'optimiser sur la gestion des ressources. Ces 600 millions sont venus, les dirigeants qui étaient en place en ont fait ce qu'ils veulent et on n'a pas eu l'impact sur le terrain escompté. Justement, l'Afrique va abriter, va n'est-ce pas, avoir des 5 représentants en Coupe du Monde en novembre prochain. Le Maroc, le Sénégal, le Ghana, le Cameroun et puis la Tunisie. Alors déjà, la première remarque, c'est que ces sélections seront accompagnées de 5 sélectionneurs locaux. Quel est votre commentaire ? Alors, je me réjouis déjà de voir que toutes les sélections ont opté pour des entraîneurs locaux, entre guillemets. Moi, je préfère mettre le terme entre guillemets. Ce sont qui ces entraîneurs? C'est Djamel Belmadi, un pur produit de la France, formé en France, né et grandi en France. C'est qui? C'est Aliou Cissé, formé à Clairefontaine. C'est qui? Du Ghana. 80% de ces entraîneurs n'ont pas été formés ici, en Afrique. Moi, aujourd'hui, je les prends au même titre que les entraîneurs européens. C'est vrai, pour des questions de nationalisme, chacun vient coacher son pays. Sur la même lancée, Otto Addo, qui est entraîneur du Ghana, a carrément fait tout son cursus en Allemagne. Tous ces entraîneurs-là ont été formés en Europe. Notre souhait aujourd'hui, c'est de voir des entraîneurs formés en Afrique prendre nos équipes nationales. C'est le souhait aujourd'hui. Pour un sursaut nationaliste, aujourd'hui, on ne peut que se réjouir de voir qu'au moins, on n'amène pas des étrangers. Au moins, c'est des gens qui ont souvent la double nationalité, qui ont plus mal pour le drapeau que certains qui viennent juste pour le business. Parce qu'on a l'habitude de voir des entraîneurs étrangers prendre des sélections nationales, perdre des matchs, et on ne le sent même pas sur le visage. À un certain niveau, c'est le sang qui parle, c'est la nation qui parle. On a besoin d'avoir des responsables qui sont vraiment patriotes et qui ont mal quand on perd parce qu'il y a toute une nation derrière. On a eu des entraîneurs qui sont partis en Coupe du Monde après être éliminés au premier tour. Ne sont pas rentrés au pays, ils sont restés dans leur pays. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour aller sur le même sujet, quelles sont les chances de ces pays africains selon vous? Le Maroc, le Ghana, le Sénégal, le Cameroun, la Tunisie. Quelles sont leurs chances réelles? Alors, sujet très complexe aussi, parce que jusque-là, aucune équipe n'a atteint les demi-finales. Le Ghana était à deux doigts, à un penalty près d'atteindre cette phase. Le Sénégal aussi s'était fait éliminer en prolongation. En prolongation. Alors, moi je crois vraiment au Sénégal. Je crois vraiment au Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, Aliou Cissé, 80% de son effectif sont des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens. Ils jouent la Ligue des Champions, ils sont assez avertis, ils sont assez aguerris. On les a vus dans les luttes acharnées contre l'Égypte. Je pense qu'ils peuvent, dans leur poule, prétendre au 8e de finale. Après, on dit que l'appétit vient en mangeant. Et le sursaut d'orgueil, les Sénégalais, aujourd'hui, quand il s'agit de la nation, ils deviennent un. C'est comme les malheureux Algériens qui ont perdu contre le Cameroun. Quand il s'agit de la nation aussi, ça dépasse l'aspect ordinaire, jeu, football que les gens voient. C'est vraiment le cœur. Je pense que les équipes qui vont mettre le cœur vont passer. Après, je pense au Cameroun. Au Cameroun, parce qu'ils ont fait le choix de choisir un entraîneur. J'ai la chair de poule quand je parle de Samuel Eto'o. Parce qu'il a toujours démontré que c'est le Cameroun ou rien. Quand il s'agit de l'Afrique, c'est le cœur qui parle. Et quand je lis même le discours
qu'il fait devant les joueurs n'ont pas l'habitude d'entendre ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de binationaux qui sont nés à grandir en France, mais qui n'ont pas cette grinta que lui, il apporte déjà en tant que président de fédération. Après, quand son coach, c'est l'ancien capitaine des Lions Indomptables, que tout le monde connaît, je pense aussi qu'avec le cœur, ils peuvent aussi faire quelque chose. Parce que dans ce genre de compétition, le talent seul ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas. Au bon niveau, à partir d'un certain niveau, il faut des joueurs qui ont cette grinta pour aller au bout. Et je pense que c'est ce qui manquait à nos équipes aux compétitions de la Coupe du Monde passée. Le Maroc un peu déstabilisé par le changement du coach à la dernière minute. Et une équipe aussi qui avait de la grinta avec Vahid Halilhodžić. Je pense que le successeur pourra discipliner et continuer à 2 mois de la compétition, continuer sur cette discipline. Après, il y a la Tunisie qui est l'équipe de surprise. Présentement, le Mali avait plus de talent sur le terrain que la Tunisie. Mais je pense que c'est le sursaut d'orgueil qui a fait la différence dans cette double confrontation. Après, il y a... J'ai parlé de... Après, il y a le Ghana. Après, il y a le Ghana. Le Ghana qui est une équipe très expérimentée. Eux-mêmes, ils ont créé la surprise en éliminant le Nigeria. Personne ne voyait le Ghana passer. On va prier pour accompagner nos équipes. Mais je crois beaucoup plus au Sénégal et au Cameroun pour avoir des chances de qualification en quart de finale. Je crois beaucoup plus à ces 2 équipes-là. Alors, Abdelkader Sidibé, terminons avec le Niger. Terminons avec le Niger qui est votre pays. Vous travaillez très très dur pour le développement du football nigérien. Le Niger peine à participer aux compétitions majeures avec la sélection A. Dites-nous, qu'est-ce qui est fait concrètement? Quel est le problème et qu'est-ce qui est fait pour que dans les années à venir, on voit le Niger participer à la Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas à la Coupe du Monde? Alors, dans tous les exemples que j'ai pris tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai toujours pris des exemples du cas du Niger, où aujourd'hui, ça peine à se développer. Le championnat fournit des joueurs moyens. À peine vous allez voir le meilleur buteur du championnat du Niger. On se bat toujours pour essayer de placer le meilleur joueur du championnat. Ne serait-ce que le meilleur joueur, le meilleur buteur du championnat dans les clubs du Maghreb. Souvent c'est très compliqué. Alors le niveau du championnat est assez faible. Il manque de moyens. Donc si vous voulez, aujourd'hui l'ossature de l'équipe nationale, elle est faite également à peu près 20-30% avec des joueurs locaux. On a quelques joueurs qui évoluent à l'étranger, mais qui n'arrivent pas à briser les glaces pour jouer dans les plus grands clubs. Donc l'équipe nationale du Niger reste une équipe très moyenne aujourd'hui, qui essaye à chaque fois de rivaliser avec des équipes dont les ossatures sont constituées des joueurs qui jouent au plus haut niveau. La première ligue anglaise, la Liga, le championnat de France, la Bundesliga. Aujourd'hui, on n'a pas un seul joueur qui joue en Ligue 1 française. Donc ça, c'est quelque chose qui nous fait très mal en tant que professionnel du domaine, en tant qu'intermédiaire du joueur. Oui, parce que Moussa Mazou, il est malheureusement pratiquement en fin de carrière. Actuellement, il joue au Luxembourg, je crois. Ce mercato-là, je crois qu'il a fait encore un nouveau transfert. Je n'ai pas suivi l'actualité, mais il était au Luxembourg. Il a arrêté sa carrière internationale. Moussa Mazou est le joueur qui a eu la chance de sortir le nom du joueur du Niger. Et après, les jeunes n'ont pas eu la chance de suivre le même parcours. Et lui-même, il avait eu la chance, si vous voulez, de jouer dans les plus grands clubs. Quelque part, ça a pêché. Je ne vais pas revenir sur les sujets par rapport à l'encadrement, par rapport à son comportement vis-à-vis des clubs et à son entourage aussi. Parce qu'il a atteint un niveau où il avait besoin de plus de spécialistes pour l'encadrer autour de lui que les amis et la famille. C'est ce qui n'a pas pu se faire. Et aujourd'hui, il n'a pas pu atteindre le niveau dont son talent pouvait l'amener. Donc à part ça, on a juste quelques-uns. Actuellement, on a Mohamed Ali, le joueur de Maccabi Haïfa, qui va jouer les poules de la Ligue des Champions.
c'est le joueur le plus huppé en ce moment de l'équipe nationale. On essaye toujours, la fédération essaye. Et c'est toujours, je reviendrai toujours à la question d'organisation et de volonté politique. La fédération essaye de faire ce qu'elle peut. Le colonel Jebelaïma Amidou, depuis une dizaine d'années, s'est sacrifié. Je parle du terme sacrifice pour le football national. Mais de la dernière participation à la CAN 2013 à aujourd'hui, on a remarqué qu'on est en train de passer d'une équipe qui gagne à une équipe qui perd. Et ça, moi en tant que spécialiste en management, je ne peux que le résumer par la question d'organisation. La question d'organisation et la question des ressources humaines qui travaillent pour atteindre ces objectifs. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'atteinte des objectifs sans bonne organisation. Aujourd'hui, ils essayent de structurer la fédération et tout, mais ils sont toujours limités par les moyens. Vous imaginez, je viens de voir tout à l'heure, ce n'est que hier ou aujourd'hui, que la Fédération nigérienne de football a signé un contrat avec un équipementier. Pendant toutes ces années, on n'avait même pas d'équipementier et tout. Et c'est des ressources très limitées. Malheureusement, avec des ressources limitées, on ne peut pas prétendre à des résultats à l'échelle internationale. Donc c'est ce qui rattrape à chaque fois le Niger. Souvent, même pour les déplacements des joueurs, pour les stages, il faut cravacher dur pour avoir les budgets. Pendant que d'autres jouent 4-5 matchs de préparation avant les compétitions, les éliminatoires. Nous, à peine on arrive à trouver un stage, 2 stages, c'est pas la même chose. Chaque fois, je le dis qu'il faut qu'on arrête de penser que le football c'est la magie. Aujourd'hui, ça tend à devenir une science exacte. Vous mettez les moyens, vous mettez les experts, vous mettez les ressources nécessaires dans une bonne organisation, vous avez un résultat. Donc voilà ce qui gangrène un tout petit peu le football national. Nous espérons que vos éclaircissements arriveront, n'est-ce pas, aux meilleures oreilles possibles et que le football nigérien pourra, n'est-ce pas, décoller. C'est vrai qu'on a eu quand même du plaisir à voir cette équipe en 2013 lors de la Coupe d'Afrique des Nations, une équipe prometteuse d'ailleurs, mais malheureusement qui s'est éteinte comme ça au fil du temps. Espérons que les choses reviendront en ordre du côté du Niger. Alors c'est terminé pour l'échange avec de ce jour. Nous avons passé des bons moments avec M. Abdul-Kader Sidibé. C'est vrai, on n'a pas eu le temps de tout dire, mais en même temps, on ne peut pas tout se dire en une cinquantaine de minutes. Je pense que la prochaine fois qu'il passera par ici, on aura l'occasion de le chipper encore un tout petit peu et de continuer, n'est-ce pas, à profiter d'autres informations. Merci, M. Abdul-Kader Sidibé. Merci Bertrand, c'est à moi de vous remercier. C'est un honneur pour moi de passer sur votre chaîne. Et à chaque fois que je viendrai à Casa, c'est avec plaisir que je passerai vous dire bonjour. Et c'est avec plaisir qu'on vous recevra. D'ailleurs, vous êtes chez vous ici. Nous savons les liens de fraternité et d'amitié que vous avez avec le directeur, M. Mamadou Berté. Nous, on vous souhaite déjà un très bon week-end et on se dit à la prochaine pour une autre émission d'échange avec un autre invité. À très vite.